Messieurs? C'est pas des centimètres. C'est des millimètres. On s'est fait baiser comme des bleus! 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 Allô, ich bin Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fouad, heureux de te retrouver avec un sujet d'actualité qui réveille les réseaux sociaux et notamment le grand réseau de professionnels. Tu as compris, je parle de LinkedIn, puisqu'on va parler de la fin du LMNP au travers du rapport Lemeur et on pourrait presque dire Inch'Allah, c'est la fin. Comment on le dit? Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, tu vois, tu utilises le mot réveil et je pense que c'est un euphémisme. On assiste à une panique générale. On a sorti des pétitions et... Est-ce que tu l'as signé? Non, moi je ne signe pas en fait. Moi j'ai recommandé à tous les membres de Patrimoine Exponentiel de la signer pour qu'on ait moins de concurrence sur le marché. Alors, moi je suis plutôt sur une position neutre. Je ne prends pas parti parce que évidemment je n'ai pas d'intérêt particulier. Alors je te disais donc mouvement de panique générale. Et là tu as des parties prenantes comme tu aimes à le dire, et d'ailleurs c'est une expression dont le poids a été découvert lors de ton intervention dans mon mastermind. Tu as, et je ne veux stigmatiser personne, hein, mais tu as des vendeurs de meubles qui sont connus sur le grand réseau des professionnels, qui là sont en panique parce que leur entreprise est en danger. Tu as les vendeurs de solutions d'investissement clés en main, dont la plupart des chasses immobilières portent sur des petites superficies en mobilier. Et là, on sent une panique comme on n'en a jamais senti. On sent que le projet peut potentiellement aboutir. Alors, comme vous l'avez compris, on va parler du LMNP. Mais avant de commencer, pense à t'abonner au podcast, à le partager, c'est ultra important pour nous. Et n'oublie pas de mettre un commentaire 5 étoiles, notamment si tu écoutes sur Apple Podcast. Demande-moi des likes, Fouad, s'il te plaît. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes. Également, tu trouveras dans la description du podcast le lien pour réserver un coaching stratégique en one-to-one avec Fouad qui pourra t'aider dans ta situation personnelle et peut-être te débloquer une situation issue du LMNP. N'hésite pas à le réserver. Tu as également le lien pour candidater à Patrimoine Exponentiel où le LMNP est proscrit et une raison d'exclusion. Alors, sur le coaching stratégique individuel, hier, agréable surprise, j'ai eu un coaching et donc une réservation en amont de la part d'un expert comptable. Donc, c'est assez rare, puisque ce que je lui expliquais, je lui ai dit, mais tes confrères sont aveugles. Ils ont les informations, alors ils n'ont pas les informations stratégiques, mais ils ont les connaissances en théorie et ils n'investissent pas. Et là, je suis tombé sur, on va dire, un signe noir de l'expertise comptable qui a compris qu'il fallait se bouger et qui a défini, alors coïncidence ou pas, un objectif à 10 millions d'euros. Je voulais également faire une petite dédicace. C'est le moment de dédicace à Alexandre Armandi, New Life Consulting, pour le partage du podcast sur LinkedIn. Il a partagé le podcast pour le faire connaître. J'écoute beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat et la création de valeur. Depuis quelques mois, il y en a un qui se détache particulièrement, c'est 10 millions. Donc un grand merci à toi Alexandre. Merci Alex. Pour cette mention. Donc pour entrer dans le vif du sujet, on a décidé de diviser en deux parties ce podcast. Parler dans une première partie du biais fiscal, qui est la principale raison pourquoi les gens se ruent sur le LMNP comme une mouche se ruerait sur une merde. Toujours aussi fin, toujours aussi... fin littéraire. C'est du Molière. Ouais. J'écoutais la vie de Molière hier dans ce qu'on appelle la boîte à histoire, qui est un instrument, je ne sais pas si tu connais, mais comme tu n'as pas d'enfant, c'est une boîte qui a été inventée par une start-up française et tu as des histoires de grands personnages, d'artistes,
de gens qui ont marqué leur temps. T'as écouté la mienne ou pas encore? Non, pas encore. Elle n'est pas encore sortie sur... je crois que Dorcel a prévu de la sortir, mais elle n'est pas encore sortie. Donc, pour parler du biais fiscal pire que le biais du rendement, on se posait la question à midi en réfléchissant à ce sujet du podcast. Et on va rentrer directement dans cette première partie de biais fiscal parce que quand on réfléchit, et c'est intéressant également de demander aux gens, aux auditeurs, pourquoi faire du LMNP? Selon toi, pourquoi les gens font du LMNP? Je pense que là, et je pense que je ne me trompe pas là-dessus, je n'ai pas forcément de statistiques, mais la quasi-totalité des investisseurs choisissent ce régime fiscal qui est adossé à un statut juridique très particulier uniquement pour la partie fiscale qui est intéressante, c'est-à-dire le fait de ne pas réintégrer l'amortissement comptable dans le calcul de la plus-value. Donc je pense que la raison fondamentale, alors c'est pas pour répondre à une demande de location meublée, c'est uniquement pour cette raison, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été vendu par les influenceurs immobiliers, ce qui a été massivement vendu pendant des années. Et d'ailleurs, j'ai été moi-même victime de ce piège. Oui, on l'avait dit dans un précédent podcast, d'ailleurs, qui est d'autant plus vrai aujourd'hui et qu'on invite à réécouter. Et c'est pas pour faire une... Non, c'est une cohérence. C'est une cohérence avec le discours et sur notamment la stabilité. Et on avait dit, LMNP, soyez à minima professionnel. Tout à fait. Et ce qui est marrant, c'est que le LMP ne sera pas affecté par ce rapport. Alors moi, je trouve que ce qui est marrant... Si on peut dire que c'est marrant. Ouais, alors façon de parler, évidemment, c'est une expression, c'est l'espoir. Alors l'espoir n'est pas une stratégie d'investissement, mais l'espoir de la préservation de ce statut et de ce régime fiscal. Ça, c'est marrant. Alors n'oubliez pas une chose, moi qui suis extrêmement respectueux de la culture française, la France a inventé la guillotine, et sachez que c'est un régime fiscal qui est en voie de guillotinisation, si on peut dire le mot. En fait, c'est un régime fiscal qui est sur la sellette. Et là, c'est une autre coïncidence. Et évidemment, nous, on maintient une position qui, structurellement, n'était pas tenable et de toute façon, qui est incompatible avec l'ambition. Avec l'ambition. Mais là, le gouvernement, alors c'est conjoncturel, mais ça s'inscrit malheureusement dans une tendance de fond. Le gouvernement Barnier cherche à augmenter les impôts. Évidemment, je pense que ce type de dispositif fiscal va être ultra prioritaire pour aller chercher des économies. Donc, on va chercher des économies d'impôts. On va augmenter probablement les impôts. On en parlait peut-être sur les grandes entreprises qui font plus d'1 milliard. Putain, on va être affecté sur le podcast. De chiffre d'affaires. Et donc, malheureusement, ce choix, le fait de baser une stratégie sur la défiscalisation est une erreur monumentale qui comporte plusieurs conséquences. Alors, c'est très marrant. J'avais fait une vidéo sur le LMNP où je rentrais plus en détail et vous mettrai le lien si vous voulez aller la vérifier. Je l'ai fait sur YouTube. J'étais très curieux de savoir que c'était si vieux que ça, le LMNP. Ouais, je crois que de mémoire, c'est pas années 40, 50, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est à l'après-guerre pour favoriser le marché de l'habitation. Donc quelque chose de relativement vieux. Mais voilà. Pourquoi il s'excite Alors, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Je pense que la location meublée est devenue ce qu'on appelle en sociologie un fait social. Qu'est-ce qu'un fait social? Je rappelle la définition rapidement. C'est lorsque un phénomène concerne tellement de monde qu'on peut finalement l'étudier sur un mouvement collectif. Si ces influenceurs n'avaient pas envoyé plusieurs centaines de milliers de personnes sur ce segment de marché pour des raisons fiscales, je pense qu'il ne se serait rien passé. Mais d'un autre côté, tu vois, sur la discussion, et j'avais une personne qui m'avait critiqué, mais je ne l'ai pas pris mal. On apprend plus d'une critique que d'un compliment en soi, qui m'avait dit, oui, mais vaut mieux avoir fait du LMNP que rien du tout. Et je lui avais répondu, il n'y a pas de jugement de valeur sur le fait d'avoir fait du LMNP. Par contre, avoir fait du LMNP et sortir une ambition énorme, c'est pas compatible. Alors, moi, je pense que c'est pire que ça.
L'objectif, en fait, c'était de faire du LMNP Jusqu'au seuil pour vivre de l'immobilier. pour vivre de l'immobilier. Ce qui est encore plus grave, parce qu'on retombe sur la notion d'espoir. L'espoir, de mon point de vue, évidemment, n'est pas une stratégie d'investissement, comme le rêve, même si parfois il peut être plus ou moins sain. Mais là, on parle de gens qui espéraient vivre de l'immobilier parce que les revenus sont perçus en nom propre, directement. À des conditions fiscales favorables. Et moi, j'avais fait une phrase, j'avais dit qu'il n'y avait que 3 profils de personnes qui pouvaient réellement investir en LMNP. J'avais mis Kylian Mbappé et Bernard Arnault, parce qu'ils ont d'énormes salaires et qu'ils n'ont pas de problème pour lever des fonds. Le deuxième, c'est la personne qui a levé plusieurs millions sur des véhicules d'investissement comme la SCI, qui souhaite se créer un flux de revenus, se créer de l'argent de poche dans des conditions fiscales favorables, mais qui a déjà déployé sa stratégie, qui a fait complètement le switch opérationnel, qui est que sur du financement pro, il peut en profiter pour se mettre un peu à titre perso, tu vois, pour avoir 2-3 000 balles qui tombent tous les mois. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que tu introduis de la nuance et ça montre qu'il n'y a pas d'animosité de notre côté sur le régime fiscal. C'est simplement un problème de cohérence. En fait, quand tu as de l'ambition, tu ne penses pas à... tu n'appliques pas des stratégies de gain petit parce qu'en fait, il y a un autre point, je ne sais pas si on l'avait soulevé il y a plusieurs mois, mais l'État a mis une limite à ton ambition qui est chiffrée. Et donc en soi, faire peut-être 1 ou 2 OP, alors moi, à titre personnel, je n'en vois pas l'intérêt, sauf si tu es en loueur meublé professionnel. Et c'est, à ma connaissance, un statut qui n'est pas remis en question. Non, même il monte un peu le seuil de mémoire. Il passe de 23 à 30 000 euros pour accéder au LMP. Mais donc ça va piéger plus de monde dans la catégorie LMNP. Ça va piéger plus de monde et on en parlera rapidement pour expliquer pourquoi ça peut être catastrophique et essayer de donner des pistes. Mais pour bien comprendre le piège et comprendre, il faudrait expliquer en détail les avantages du LMNP. Le LMNP, pour faire simple, il n'y en a qu'un. C'est l'amortissement comptable. Donc comme si tu étais à l'IS. Du bâti. Du bâti. Du mobilier. Et la non-réintégration de la non-reprise d'amortissement. Tout à fait. Donc, pour les gens qui nous écoutent et où ça peut paraître complexe, par exemple... Donner un chiffre, un exemple concret, sur 100 000 euros d'amortissement comptable, par exemple. Par exemple, tu as acheté un bien à 1 million d'euros, tu as amorti 200 000 euros dessus. Alors, descend un peu en termes d'amplitude. Oui, on est en LMNP. Donc, tu as acheté 50 000. Tu as acheté une love room à 50 000, tu as amorti le jacuzzi et les oreillers, que tu dois changer souvent, quoique ça peut peut-être passer en charge parce que ça doit durer qu'un exercice comptable. Tu vas avoir 20 000 euros d'amortissement sur une durée et tu vas revendre ta love room à Saint-Étienne, dans la ville où on baise le moins, 60 000 euros. Mais en fait, au lieu de payer la plus-value entre la valeur amortie, c'est-à-dire, j'avais dit quoi, tu as amorti 20 000 euros ? 20 000 euros. Donc, de payer la plus-value entre 30 000 et 60 000, c'est-à-dire comme ça serait le cas normalement, donc payer ta plus-value sur 30 000, tu vas la payer que entre le prix d'achat et le prix de vente, sur 10 000. Donc, c'est un énorme avantage et dans ce cas-là, tu multiplies l'imposition à la plus-value. Alors, je ne maîtrise pas totalement ce régime fiscal parce qu'il ne m'intéresse pas et je ne le pratique pas. Mais me semble-t-il que tu bénéficies en plus du régime de la plus-value des particuliers. C'est-à-dire que tu as également des abattements pour durée de détention. Donc, de 36,2 ou un peu plus... En fait, en fonction, je crois que c'est à partir de 5 ans, etc. Mais ces informations, vous pouvez trouver facilement sur Internet. Donc, ça veut dire que c'est hyper intéressant. Et c'est là où le piège se referme sur les investisseurs. C'est excessivement, je dirais même anormalement intéressant. Oui, parce que tu as une double exonération. Oui, tu déduis l'amortissement et tu ne le reprends pas. Et en plus, tu bénéficies... de la plus-value des particuliers. Tu bénéficies également des je ne sais plus comment on appelle ça en termes comptables, des abattements.
des abattements pour durée de détention. Donc, c'est super intéressant. Mais le piège, c'est que tu te retrouves finalement enfermé dans cette niche avec une incertitude régulièrement mise sur la table. Et on parle de nom propre. Donc, finalement, c'est toi en nom propre qui est en risque. Alors, l'encours, en valeur absolue, généralement, ce n'est pas des encours de dingue, mais quand même, ce ne sont pas des baguettes de pain. Donc ça parle quand même en dizaines ou en centaines de milliers d'euros. Parce qu'il y a un automatisme quand tu investis en LMNP. Tu exerces une option automatique. Tu envoies un courrier recommandé à la Banque de France en disant « Je suis un non-professionnel, s'il vous plaît, le HCSF, empêchez-moi de trop faire le con. » Donc oui, tu vas pouvoir acheter sur plusieurs apparts sur une année, mais l'année suivante, terminé, bonsoir. Ça ne marchera plus. Mais tu prends un risque, quant à la sécurisation de ton encours bancaire. C'était ça mon propos, c'est-à-dire que la fiscalité peut faire vaciller finalement ta situation parce que de ce que j'ai compris en fait sur la réforme, il n'y aurait pas de foncier. Il n'y a pas une affaire de rétroactivité justement. Alors ça, je vais en parler ensuite. Après, c'est un projet, donc c'est pas la loi il va falloir attendre. Mais je pense que ça fait l'unanimité partout et dans la situation économique que tu as rappelée, il vaut mieux taper sur le LMNP qui est une anomalie par cette double exonération. Parce que tu as des gens, quelquefois, tu sais, qui te disent sur les SCI LIS, oui, mais tu as la reprise amortissement, tu payes la plus-value sur la valeur amortie. Je lui fais, non, mais la valeur amortie, c'est une déduction fiscale que tu as. Donc, moins 5 plus 5 égale à tête à Toto, quoi. Oui, alors ta remarque est très pertinente, c'est que moi, je leur donne tout le temps un exemple. Si tu récupères 50% en prix de casse de ce que tu as constitué, tu constitues 10 millions d'euros et on t'en repique 5 millions à la sortie, est-ce que ça vaut quand même le coup ? Ouais, moi, je préfère payer, moi je mets différemment, je préfère payer 50% d'impôt sur 10 millions que payer 0% d'impôt sur 150 000. Bien sûr. Après, il y a des gens qui sont allergiques à l'impôt et l'argent est tellement mal utilisé en France qu'on peut le comprendre. Oui, mais à la fin, si tu veux, il t'en reste plus. Moi, je suis égoïste. J'aime bien le dire, notamment sur le retour en France. Ils me disent « Tu es patriote ?» Je fais « Non, je suis un simple égoïste. » Je fais ce qui est de mieux pour moi. Et en parlant de piège, le LMNP, j'ai presque envie de dire, était un piège. J'aimerais tellement en parler au passé. Pas toi ? Après, si tu veux, là, on va essayer de... Parce que c'est une problématique qui revient souvent sur les analyses de patrimoine que j'effectue. J'ai régulièrement des gens qui investissent en LMNP. Et il y a ces petites contradictions, ces grandes contradictions. Tu as un appartement en colocation qui est exploité donc en LMNP, régime fiscal donc, dont on a parlé. Et là, tu me sors les 10 millions d'euros d'objectifs. Donc, si tu veux, l'objectif de ce podcast aussi, c'est d'alerter sur un certain nombre de pièges psychiques qui vont freiner ton développement patrimonial. Parce que tu n'as pas compris que le curseur, au lieu de le mettre sur le développement de ton patrimoine, tu vas le mettre sur la fiscalité. Et c'est très français. En particulier parce que c'est normal, on a une des fiscalités les plus importantes du monde. Et l'argent est mal utilisé. Alors, l'argent serait bien utilisé, il y aurait une résistance à l'impôt, comment on appelle ça ? C'est un terme comme de la défiance, mais c'est pas... Oui, je ne me rappelle plus, mais je vois dont tu... Pour revenir au LMNP, qui est un piège, parce que les gens, il faut qu'ils comprennent ça, parce que quel est le raisonnement classique ? C'est je fais du LMNP et après je passe en SCI LIS. Sauf que quand tu vas arriver en SCI LIS, avec ton LMNP, tu ne pourras pas investir. C'est l'inverse qu'il faudrait faire en réalité. Et ça permet d'illustrer quelque chose qui est un paradoxe bancaire. Peu de gens arrivent à s'imaginer. J'ai mis que le LMNP, c'est un piège puisqu'il réduit ta capacité d'emprunt sur chaque opération, vu que c'est du nom propre. Donc, tu vas arriver au sacro-saint des 35%. Alors, on peut préciser pourquoi. Parce que là, en nom propre, ça tombe sous le coup de la loi. Voilà. Tu n'es pas une entité morale, alors sauf si tu es schizophrène, mais c'est rarement le cas. Alors là, du coup, ça va être plutôt direction CHU. Mais, Sainte-Anne. Alors, nous, on a à Besançon, c'est autre chose encore. Je crois que c'est... Alors bon, on va oublier la parenthèse, parce que malheureusement...
Je connais des gens qui ont été internés. En fait, ça tombe sous le coup de la loi. Et si tu veux, la problématique est que le banquier, finalement, on va dire le cartel bancaire, même s'il voulait, alors j'allais dire t'aider, mais je ne supporte pas ce mot, même s'il voulait développer ses affaires avec toi, il ne pourrait pas, puisque l'État a défini un taux de rationnement du crédit, une espèce de gamelle monétaire, où tu as une capacité finalement d'emprunt qui est très limitée, très très limitée. Là où ça a été très très vicieux, c'est qu'on a également supprimé une forme de rationalité dans le calcul de l'endettement en dégageant le calcul différentiel. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le calcul différentiel? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne le savent pas ou qui pensent qu'il est toujours en vigueur. En fait, le différentiel, disons que pour faire très simple, c'est que lorsque tu venais amputer ta mensualité, par exemple, par tes loyers, et que tu avais des loyers qui étaient supérieurs à tes mensualités, disons que si tu es en cash flow positif, non seulement ton taux d'endettement ne bougeait pas, mais en plus il diminuait. Donc c'était hyper intéressant et ça répond à une logique d'investisseur. C'est pour ça que c'est très rationnel. Donc là, on pouvait devenir le mania de la Love Room. Alors là, on pouvait enchaîner les investissements, si tu veux, sans augmenter son taux d'endettement. Ils prenaient pas ils appliquaient pas une décote sur les revenus, genre 70%. Non, ça dépendait. Dépendait des banques. Ouais, en fait, c'est pas la décote, c'est plutôt entre 20 et 30. En fait, on considère que ton loyer plein, il y a une partie où il y a des charges à payer. D'accord. Il y a peut-être un peu de vétusté à prévoir, etc. Donc, et même en faisant ça, tu as une mensualité de 1 000 euros. Disons que tu as 1 400 ou 1 500 euros de loyer. Finalement, le fait d'avoir plus de loyer que de mensualité, même avec la décote de 20 à 30%, tu te retrouvais avec un impact sur la partie endettement personnel qui était neutre, nul. Alors, ça, c'est pas un cash flow de stratégie Love Room. Hein. T'es 1 000 euros le loyer, 30 000 euros la semaine. Hein. Non, mais bien sûr, mais c'était pour rester dans le réalisme. Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais... Oui, voilà, ça tombe sous le coup de la loi. Et donc, tu ne peux pas mettre en place de stratégie d'évitement par le biais de sociétés. Parce que, il faut le rappeler quand même, une société civile immobilière est une entité morale et juridique et distincte de ta personne. Et donc, ça, ce n'est pas toi. Et il y a encore un certain nombre de banquiers qui acceptent de jouer le jeu de l'investisseur et d'accepter les règles, finalement, qui ne sont pas abusives dans le cadre du rationnement du crédit, en disant un investisseur qui est associé ne s'endette pas personnellement. Et donc ça, c'est intéressant, mais il faut également rappeler qu'en plus du taux d'endettement que le LMNP grignote, à grosse partie, les revenus que tu dégages, et ça, les gens ne le comprennent pas, que les revenus que tu reçois sont un handicap pour aller plus loin. Tu reçois trop de revenus par rapport à ton revenu de salaire, c'est-à-dire, et c'est très marrant parce que j'ai eu le cas sur Patrimoine Exponentiel d'une personne qui a qui allait demander un crédit à 400 000 euros. On est en 2023, on n'est pas en 2016 pour les deux cas. Et de l'autre côté, il y avait une personne qui avait 30 à 40% de salaire en plus que lui, de rémunération, qui avait 25 000 euros de revenus locatifs en plus, qui était une ancienne résidence principale qu'il avait transformée en résidence secondaire pour la louer. Donc, il gagnait beaucoup plus. Il est allé demander à la banque également dans les 400 000 euros. Et il s'est fait refuser son crédit. Raison, vos revenus immobiliers sont trop élevés par rapport à vos revenus du travail. Et en fait, comprendre pourquoi la banque se dit, mais pourquoi elle aurait du mal à considérer un revenu, parce que en quelque sorte, elle imagine le pire, la banque. Donc, dans sa tête, elle se dit, est-ce que cette personne aura le même revenu si le LMNP disparaît demain ? Il y a cette raison, mais il y a une raison qui est encore plus fondamentale. Elle adore le CDI ? Non, c'est une raison encore en fait qui est très simple et qui est vraiment inscrite dans l'ADN des banques. C'est que l'investissement immobilier est calculé sur l'octroi du crédit est calculé sur la solvabilité personnelle de l'investisseur. Donc, lorsque tu as des revenus
qui sont supérieurs à tes salaires. Qu'est-ce qui se passe concrètement? T'arrêtes de travailler. Non, c'est-à-dire que disons que tu es à l'autofinancement, mais en fait, tu as des échéances de crédit qui sont supérieures à tes revenus. Et donc, si on calcule ta solvabilité, en fait, on part du principe que si tu n'as pas de rentrée locative et que tu dois assumer tes mensualités de crédit, qu'est-ce qui se passe? Tes revenus ne couvrent plus tes mensualités de crédit. Oui, c'est en fait que la banque, et ça, je le dis également, et les gens qui ont déposé une candidature à patrimoine exponentiel, je leur dis, quand tu vas voir la banque pour demander un investissement locatif, la banque, elle va se projeter, ces banques et assurances, elle va se projeter dans la pire des situations. La pire des situations sur un investissement locatif, c'est 100% de squat. C'est-à-dire que tu as 100% de vacances locatives. De vacances locatives. Ça veut dire que tu dois être capable de faire face à ton crédit, même si tu n'as aucune rentrée d'argent. Et à partir de là, tu as tout compris. C'est comme ça que j'aime bien le dire. Et donc, ça viole les règles, le fonctionnement, les règles de calcul, si tu veux, des possibilités d'investissement en fonction de la capacité personnelle de remboursement. Également, le LMNP est un piège car il t'enferme sur une niche, sur la niche de la location meublée. Est-ce que je peux acheter une surface commerciale, un LMNP? Alors, à ma connaissance, non. Même si je mets des petits canapés. Je crois que, je ne sais pas si c'est possible ou pas, alors je ne veux pas te dire de bêtises, mais la plupart des entreprises, en fait, moi j'ai des locaux commerciaux et je n'ai fourni de mobilier à aucun de mes locataires. Ils n'en veulent pas. Donc, en t'enfermant sur une niche, ce LMNP est un piège parce qu'il t'empêche d'aller voir d'autres secteurs comme l'immobilier commercial, qui est quelque chose de très intéressant, qui est, d'après toi, l'une des meilleures niches. Et on fera un épisode de podcast dessus. Donc, pense à t'abonner et activer les rappels. Donc, ce LMNP, en te capant sur ton ambition, sur tes possibilités de le faire, mais en fait, ça t'empêche de découvrir d'autres parties. C'est un peu comme un... C'est comme des œillères, en fait. Ouais, ou c'est comme si tu allais manger dans le même restaurant tous les jours et que tu te plaignais de la variété des plats. Ouais, ta métaphore est meilleure que la mienne. Donc, ça t'empêche également de prévoir une opération à cash flow négatif. Et les gens voient opération à cash flow négatif, ils le voient comme une mauvaise chose. Mais si demain, ton cash flow négatif, il est de 1 000 € par mois, ce qui est énorme, ça fait 12 000 € par an, mais que tu sors 100, 200 000 € de plus-value, c'est super intéressant. Et va faire 100 000 € de cash flow, je ne sais pas combien de temps tu vas garder ton immobilier. Oui, et en fait, la réalité, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on fasse un épisode sur le cash flow. La réalité du cash flow, à part avoir vraiment des cash machines, mais dans des cas très particuliers, et justement avec une remise en question de ce fonctionnement, et notamment sur la location courte durée, en réalité, quand il y a du cash flow, ça reste de l'épargne de précaution. C'est tout. Oui, et en plus, tu es imposé dessus. Alors, sur le LM. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es imposé dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que les pertes que tu vas avoir sur un bien, par exemple, à cash flow négatif, ne seront pas compensées par les gains que tu auras sur un autre bien. Ton imposition, elle ne va pas aller en négative. Tandis que lorsque tu investis avec un véhicule comme la SCI, un bien peut subventionner un autre bien. Ouais, toi, tu parles plutôt en termes de subvention de flux de trésorerie, logé dans le même véhicule d'investissement. Dans le même véhicule. Si demain, j'ai 30 000 € même si c'est avantageux, si j'ai 30 000 € d'un côté et que j'ai moins 20 000 de l'autre, je vais pas payer l'impôt sur 10 000 à titre personnel. Alors, moi, le problème que je vois, c'est plutôt sur la rentabilité des investissements. Le fait, en fait... cette obsession d'échapper à la fiscalité s'accompagne de cette obsession du rendement. Pourquoi ? Parce que on retombe sur l'espoir de vivre de la location mobilière. Vivre de l'immobilier. C'était un chef-d'œuvre qu'on avait lu il y a un an quasiment. Ouais. Donc, si tu veux, les gens ne pensent pas forcément plus-value latente, ils pensent revenus excédentaires mensuels. Donc la fiscalité est vraiment adossée au fait de faire du rendement parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir un complément de revenus
et à terme d'avoir une substitution des revenus. Mmh. Ce qui d'ailleurs est assez contradictoire avec la limite, parce que les limites sont atteintes très rapidement, finalement. Ouais, et les limites sont quasiment les mêmes pour tous. C'est très marrant quand tu vois les gens, tu as dû le voir également en mentorat, mais on dirait qu'il y a un seuil bancaire où tous les gens butent dessus. Le million, un peu au-dessus quelquefois, mais et là, c'est terminé, bonsoir. Moi, ce que j'ai observé en fait sur toutes les fiches de candidature que j'ai eues pour des candidatures de mentorat ou sur tous les coachings stratégiques que j'ai pu réaliser, j'en ai fait quand même pas mal en un an. J'ai pas calculé, mais je sais pas, j'ai dû en faire. Une bonne cinquantaine, à mon avis. Ouais, je pense au moins 50. J'en ai fait, non, je crois que j'en ai fait 60 ou 70 à peu près. Quasiment tout le monde a du LMNP. Quasiment tous les gens qui me consultent, alors sauf quelques exceptions, ont fait ou font du meublé par le biais de ce statut. Et en bas de la ligne, tu as l'objectif et c'est systématiquement des objectifs en millions d'euros. Donc tu as cette contradiction. Alors peut-être qu'on a éveillé quelque part les consciences et qu'on a mis le doigt sur les pièges réservés à ces investisseurs qui sont obnubilés par ce statut. Mais ça me paraît quand même assez contradictoire de voir grand et de vouloir vivre finalement de l'immobilier avec un excédent de trésorerie. Et en plus, on ne met jamais, on comptabilise jamais la vétusté qu'il va falloir finalement assumer avec cette trésorerie. Alors, je suis en train de regarder parce que j'avais fait, tu sais, des questionnaires et j'aimerais... Alors, ici, Internet est excessivement lent, donc je vais enchaîner sur le projet Le Meur et sur les risques. Vaut mieux prévoir que subir, c'est la phrase que j'aime bien dire. Le projet Le Meur, le LMNP, grosso modo, on le fait passer en... Si j'ai pas repris toutes les notes que j'avais fait, mais je renverrai les gens sur la vidéo. Grosso modo, tu passes du BIC au revenu foncier. Donc, grosso modo, d'un point de vue déduction, tu passes de la SCI à l'IS à la SCI à l'IR. SCI à l'IR, par exemple, tu ne peux pas déduire les frais d'acquisition. Non. Tu ne peux pas déduire les amortissements. Alors, en SCI à l'IR, il n'y a pas d'amortissement comptable. Voilà. Et quand bien même, et c'est là que c'est une aberration. Ce qui est une aberration, et ce qui est particulier, c'est que le projet de loi prévoit deux choses. Il prévoit la suppression de l'amortissement ou sinon de dire que le terrain représente 40% avec une règle 60-40. C'est-à-dire que tu ne pourrais amortir que 60%. Alors, comme si tu étais à Paris, grosso modo. Parce que généralement, la moyenne nationale, c'est quoi? C'est 15% le terrain? En fait, c'est très disparate. C'est-à-dire que tu as des villes où le terrain peut-être représente 5 ou 10%. Et Paris, peut-être 40 ou 50%. Ça dépend vraiment, en fait, la tension des marchés, la rareté du foncier. Mais alors, quand tu vas chercher du rendement, généralement, tu vas dans des villes qui ne sont pas tendues. Et donc, tu as un foncier qui n'est pas très cher. Et le problème de ça, c'est que, en fait, sur la mise en place, parce que se pose toujours la question, que se passe-t-il pour les personnes qui ont déjà investi en LMNP sur leur prochain... comment ils vont être mangés? Est-ce que c'est ceux qui vont investir en LMNP à partir de 2025 ou ceux qui ont déjà investi même avant? Et en fait, ce que sous-entend le projet, c'est que c'est au renouvellement du bail. Donc le renouvellement du bail en LMNP, c'est quoi? C'est 1 an les bails meublés? Alors, un bail meublé, c'est 9 ans si c'est un étudiant et 1 an si c'est pas un étudiant. 9 ans si c'est un étudiant. 9 mois. 9 mois. J'ai dit 9 ans? Oui, il me semble que tu as dit 9 ans. 9 mois, je voulais dire, pardon. T'es encore mois. Sur l'immobilier commercial. Ouais, voilà. Non, 9 mois versus 12 mois. Donc, en fait, on prévoit que l'étudiant a le droit, finalement, de partir plus tôt parce que, généralement, en juin, juillet, août, il est en vacances scolaires. Et la question se pose sur et je l'avais vérifié, je l'avais lu et j'avais cherché le terme spécifiquement, qui est le principe de la clause du grand-père. Alors, comment on peut expliquer une clause du grand-père? C'est le fait de conserver un avantage à vie, c'est ça? C'est en fait que ça ne s'applique pas. Par exemple, une clause du grand-père, si par exemple, moi je fais un abonnement si on fait un abonnement à 50 € par mois pour les gens du podcast, si demain
le podcast il passe à 100 euros, les gens qui seront abonnés à 50 euros resteront à 50 euros et passeront pas sur le nouveau tarif. Et il n'y a pas de mention de la clause de grand-père pour la non-reprise des amortissements. Ça veut dire que, grosso modo, ceux qui vont... Si demain le projet y passe, on enregistre ce podcast, il va être quasiment publié, c'est assez rare, mais il va être publié 2-3 jours après qu'on l'ait enregistré. Si ça passe, c'est-à-dire qu'en janvier, ta fiscalité sur la revente du bien ne va plus du tout être la même et elle pourra même être doublée. Là, tu vois, ça pose un problème d'incertitude. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu l'ironie du sort, c'est que la fiscalité peut venir casser ton investissement et c'est ça qui est, pour moi, c'est ce qui est un des éléments les plus dérangeants, c'est introduire de l'incertitude qui vient finalement potentiellement fragiliser ton encours bancaire. Et c'est intéressant parce que si demain, imagine, la loi passe telle qu'elle et que tu sais que tu n'as pas une clause du grand-père. Moi, je me place sur un appartement qui a exploité un LMNP. À l'achat, je vais faire exprès de... Tu veux que je me place avant le 31 décembre, mais ça va être tel prix. Sinon, j'ai le temps de me placer en janvier, février. Ça va rien changer pour moi. Ça crée des effets d'aubaine, en fait. Ça va créer des effets d'aubaine. Et je pense également que les personnes qui ont investi, qui ont un parc quasi constitué, et ça, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, les gens qui ont un parc constitué quasi uniquement de LMNP, même s'il leur reste un peu de place pour investir, tu vois, ils sont pas à la totalité de leur encours. Est-ce que tu penses qu'ils réfléchissent à réinvestir ou qu'ils sont inquiets et que cette inquiétude les paralyse en quelque sorte? C'est une très très bonne remarque parce que ça peut introduire un autre biais qui est très dangereux et qui est souvent présent en cas d'échec, le biais de négativité. En fait, ça va créer tellement de négativité, tellement de dégoût par rapport à ce changement plus ou moins brutal, même s'il y a eu un certain nombre de signes avant-coureurs, qui fait que certaines personnes peuvent être écœurées de ce changement brutal de la fiscalité et se dire bah tiens, je n'investis plus et de toute façon, en alternative, je n'avais que les revenus fonciers qui ne m'intéressent pas, qui sont pour le coup très sévères. Revenus fonciers non propres, bon, généralement... TMI plus CG. Il vaut mieux éviter parce que ça va très très vite en termes de fiscalité. Donc biais de négativité possible. C'est un peu comme les investisseurs parfois que je peux côtoyer et qui me disent ouais, mais tu vois, moi j'ai essayé l'immobilier, ça s'est très mal passé, c'est pas pour moi. C'est pas parce que tu as eu un échec ou que tu as eu une mauvaise expérience que finalement il faut jeter à la poubelle tout un pilier d'enrichissement qui est absolument majeur. C'est comme les gens, tu sais, c'est la chose qui revient souvent par les gens qui ont besoin quelquefois de chercher une excuse pour ne pas passer à l'action. C'est important. Ils vont te parler du futur, de la situation économique, comme raison de ne pas passer à l'action. Ouais, alors c'est marrant, je l'ai souvent et on me demande ce que j'en pense là par rapport à la politique. Tu vois, c'est marrant, c'est qu'on me dit ouais, mais attends, tu vois bien là le nouveau gouvernement, etc. Alors, au passage, gouvernement qui n'a ni majorité relative et encore moins de majorité absolue. Je me demande si c'est pas aujourd'hui le discours de politique générale. Si, je crois que c'est aujourd'hui, mais moi, j'ai envie de te dire, la politique, je m'en contrefiche à partir du moment où j'ai essayé de minimiser les risques sur l'encours bancaire. Quand tu t'inscris sur un horizon temporel de très long terme, voire infini, je me contrefiche du discours de politique générale de Michel Barnier. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que la SCI, ce n'est pas forcément un bunker, mais c'est déjà mieux que le précaire statut de loueur meublé non professionnel. Donc, et on me dit, oui, mais attends, si on augmente les impôts, les machins, j'ai un actif net qui est de 0. Comptablement, j'ai amorti du bâti. Je n'ai pas de fiscalité sur les premières années et c'est pas demain la veille. Alors, j'ai pas la boule de cristal. C'est quand même pas demain la veille qu'on va remettre en question l'amortissement comptable dans une société, à l'impôt sur les sociétés. Ça coule de source. Et attention, s'ils s'amusent à le faire, tu penses
Je ne sais pas quelle est la grande enseigne. Là, tu as les machines, tu as les outils de production, ça ne concerne pas que la location. Et ça affecte et bouger l'IS, tandis que l'IR, ça n'a pas d'importance. C'est la place financière de Paris qui compte. Place financière, alors c'est pour les grosses sociétés, les grosses banques, les gros investisseurs. Tu peux pas. Pourquoi les gens aiment bien aller au Luxembourg et aux Pays-Bas? La stabilité. C'est la stabilité. C'est que ça ne change quasiment jamais. Alors que les gens voient le Luxembourg, par exemple, comme un paradis fiscal, mais ils ne savent pas que l'IR est plus élevé qu'en France. Ils ne savent pas que le taux d'impôt sur les sociétés est plus élevé qu'en France, puisqu'il est à 26,2, 26,5. Tu as des impôts communaux qui s'additionnent. Aux Pays-Bas, même si Mélenchon passait, tu payais plus d'impôts sur le revenu, sur d'assez gros revenus aux Pays-Bas. C'est la stabilité, l'IS. Et donc, les entreprises, elles veulent de la stabilité. Si demain, tu mets l'URSS, c'est-à-dire le NFP était inquiétant. Quand ils sont arrivés, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on va les laisser se planter et peut-être pas décaler de 1 an le retour? Mais ce n'était pas tellement leur politique fiscale, moi, qui m'inquiétait, c'était plus cette haine de l'enrichissement et le fait que tu te demandes, mais pourquoi tu veux remettre en cause la loi anti-squat? Tu veux la changer pour qu'en fait, ça soit moi qui verse un loyer. C'est la haine contre la propriété privée qui est un pilier du capitalisme. Alors, en parlant de squat, et ça c'est très intéressant parce que ça revient également souvent dans les questions, oui, en France, le mec il paye pas le loyer, tu peux pas le foutre à la porte. Sur l'ensemble des personnes que tu as accompagnées, combien y a-t-il eu de squat? De squat, à ma connaissance, on parle de plusieurs centaines de lots. À ma connaissance, aucun. Maintenant, il y a eu quelques impayés. Il y a eu de la garantie loyer impayé qui prend en charge la procédure, le paiement des loyers, la remise en état du logement, c'est nécessaire, mais c'est très peu. Là-dessus, ça reste anecdotique. Tu as des gens qui ne veulent pas investir à cause de ça. Tu sais, une des rares fois où j'ai été salarié, j'étais commercial, je crois que c'était en 2008 pour une société de vente de pompes à chaleur. À l'époque, on avait des subventions de 50%, donc c'était un peu la ruée. L'isolation à 1 euro d'aujourd'hui, quoi. Ouais, la ruée vers l'or. Donc tu prenais même une pompe à chaleur, en fait, une climatisation RR, c'est-à-dire réversible, et ça passait en clim, ça passait en chauffage, pardon, alors que c'était de la clim. Et tu avais 50% de crédit d'impôt, donc ce qui est quand même énorme. Et le gars m'avait dit, tu sais Fouad, un mauvais commercial dépensera toujours plus d'énergie pour te dire que ça ne fonctionne pas que dépenser cette même énergie pour essayer de faire en sorte que ça marche. C'est la même chose à un mauvais sceptique qui pense que l'immobilier, c'est pas intéressant, ne fera, si tu veux, que des analyses en fait négatives, ne va extraire que des éléments négatifs de la situation, de potentiellement ce qui peut se passer pour te dire que c'est pas intéressant. C'est le biais de confirmation. Ça. Ouais, c'est un peu pareil en bourse. Tout à fait. Quelqu'un qui est par exemple baissier sur les marchés et qui joue contre les marchés, c'est-à-dire qui prévoit la baisse du marché, va se concentrer que sur les éléments expliquant la baisse sans se concentrer sur les éléments expliquant la hausse. Oui, c'est ça. Et en fait, quand tu vas faire tes recherches, tes investigations, tu ne vas trier que les éléments qui vont en ta faveur, en fait. Donc là-dessus, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Il faut essayer de se soigner. Alors, c'est pas que c'est une maladie, mais tous ces biais jouent vraiment en ta défaveur. Alors, je voulais rebondir sur un élément dont tu as parlé tout à l'heure. La famille étant très importante pour moi et le couple, évidemment, est un pilier. Mais quand tu fais, entre guillemets, n'importe quoi et que la patronne, la baronne t'a fait confiance et que vous vous retrouvez fiscalement piégé dans ce régime fiscal du LMNP, eh ben, ça peut aussi poser problème parce que quelque part, tu as vendu, alors je ne vais pas dire du rêve, mais de l'ambition, et au final, tu te retrouves inquiété, stressé, alors que en ayant peut-être fait les choses différemment, tu serais dans une position plus confortable.
Tu vois, je regardais, parce que tu parlais des gens qui faisaient du LMNP, Je regardais, tu sais, je fournis un questionnaire pour les candidatures de patrimoine exponentiel, euh, questionnaire qui est quand même relativement rempli. 61% des personnes ont du LMNP. Ouais, ça m'étonne pas. J'aurais pensé que c'était même plus. Mais, 4,8% ont du LMP. mais je pense que chez les gens qui n'ont pas forcément de très grandes ambitions, je pense que le pourcentage est plus élevé. Alors, je vais te dire, dans ça, j'ai les objectifs des gens au travers. 5 millions. Faire x5, 3 millions de patrimoine en 5 ans, 5 millions en 3 ans, 3 millions en 3 ans, 15 millions net d'ici 10 ans, 1 million d'euros, je ne sais pas en combien de temps. Donc, on n'est pas sur je veux avoir un RSA en plus par mois de cash flow. C'est ce que je te disais, tu as une contradiction majeure entre le degré d'ambition et les stratégies mises en place. Alors peut-être que là où ils sont intelligents, je les trouve très intelligents parce qu'ils acceptent peut-être la remise en question et ils te contactent. Donc c'est quand même intelligent, ça veut dire qu'ils ont été sensibles à un discours. Et il faut le dire, hein, je pense qu'on est quasiment les seuls à tenir ce discours sur ces pièges, hein, le biais fiscal, le biais du rendement, etc. Parce que la plupart des gens ont des intérêts à vendre du LMNP ou à minima à vendre de la formation, mais au moins tu as des gens peut-être qui se disent oui, il a raison, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent, ce que je fais n'est pas cohérent avec le niveau que je souhaite atteindre. Ah, je voulais vite voir je voulais vite voir les retours sur le LMNP. Et ça m'avait fait rigoler. Non, elle est un LMP maintenant. Elle disait qu'elle était tombée dans le piège de la Love Room, de la colocation et du LMNP et qu'elle a vite récupéré, qu'elle a vite repris le tir. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Fouad, sur cette fin de podcast et dans une vision, Inch'Allah, je pense que tu le dis avec un meilleur accent que moi. Alors, je pense que n'essaie pas de me pousser sur non, mais ça veut dire quoi, Inch'Allah? Ça veut dire simplement si Dieu veut. Si Dieu veut. Mais Dieu, il veut. Tout le monde veut. Il n'y a que toi qui ne veux pas. Toi qui ne veux pas, exactement. Non, je pense qu'il faut prendre ce projet de loi comme une sonnette d'alarme et penser peut-être à l'arbitrage pendant qu'il en est encore temps. Et parfois, l'arbitrage, alors pas pour... En fait, moi, j'analyse souvent l'arbitrage en coaching stratégique. Non pas jamais pour des raisons fiscales. Là, ça pourrait être le cas exceptionnellement, mais surtout par rapport au levier en termes de trésorerie, le levier stratégique que peut réserver, que peut fournir en fait cet arbitrage, la vente de ces biens. Donc essayez d'avoir vraiment une vision à plus long terme. Si vous avez de l'ambition, sachez que ce n'est pas ce statut qui va vous emmener au sommet de votre ambition. Ça ne fonctionnera pas. C'est mathématique. Ne mettez pas de S à millions si vous avez du LMNP. Alors n'en mettez pas et très honnêtement, je ne suis pas sûr que tu aies beaucoup de gens qui ont atteint le million d'euros en LMNP. Je pense que c'est possible hein, techniquement, mais je pense qu'on n'en rencontre pas souvent. Et ici, million ne s'écrit qu'avec un S. Tout à fait. Sur ce podcast. Et donc je pense qu'il faut le prendre aussi comme... il faut faire l'introspection en se disant... Il faut être très honnête intellectuellement en se disant effectivement j'ai été piégé par mes propres biais, par ma stratégie de défiscalisation. J'ai été piégé par la surrogation, c'est-à-dire que le piège... en bon français, qui est plutôt le piège de la substitution. J'ai substitué un objectif avec un indicateur, un sous-jacent, que ce soit le rendement, que ce soit la fiscalité. J'ai aussi été dans une forme d'espoir de vivre de l'immobilier en nom propre sur du cash flow, ce qui est extrêmement difficile, sauf s'il faut générer 500 € de revenus par mois.
Donc voilà, prenez quand même le temps d'analyser votre patrimoine. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à réserver un coaching stratégique. Mais en tout cas, je pense que ce temps, on va dire, qui ressemble un peu à un temps d'urgence, qui laisse quand même quelques marges de manœuvre, je pense qu'il faut l'utiliser pour peut-être arbitrer sa situation patrimoniale et redéfinir, rejeter les bases d'une vraie stratégie cohérente. L'adéquation entre les moyens mis en œuvre et le niveau d'objectif, je pense que c'est un temps utile pour faire ça. De toute façon, une ambition ne sera pas compatible avec de la détention de LMNP. Donc, dans les deux cas, même si la loi restait, même si elle restait telle qu'elle et que, en fait, même qu'on le rendait plus intéressant, il faudrait quand même le faire. C'est pour ça que j'ai voulu titiller un peu sur... on parle à des ambitieux immobiliers et que pour faire passer un message, rien ne vaut la carotte fiscale pour les attirer dans un piège, rien ne leur vaut le bâton fiscal pour les pousser à quitter ce piège. Ou penser au statut de loueur meublé professionnel, peut-être, c'est l'occasion. Oui, mais tu sais, tu avais des personnes qui disaient sur un commentaire, sur l'ancien... sur le LMP, on en a beaucoup parlé dans un épisode il y a 18 mois environ. C'était il y a 18 mois déjà. J'ai l'impression. Ouais. Ok, je pense que c'était en mars de l'année dernière. Je pensais que c'était il y a moins d'un an. Non, je pense que c'était en mars de l'année dernière. Il faudrait regarder les dates de parution. On l'explique en détail pourquoi il faut à minima être professionnel, mais il y a des gens qui disent ouais, mais comment on fait pour être professionnel et avoir plus de 23 000 euros rapidement de revenus? Ouais, mais alors, tu vois, ça, excuse-moi, mais ce sont des questions connes pour moi. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu me disais comment on fait pour devenir un professionnel du tennis de table? T'es attaché au tennis de table. T'as fait du tennis de table quand t'étais jeune? Énormément. Alors, professionnel du MMA, si tu veux. Mais il faut s'entraîner, il faut se former avec les meilleurs, il faut passer à l'action, il faut définir une stratégie, etc. Quoi. Il n'y a pas de solution magique non plus. Comment est-ce qu'on fait? Il y a le mot professionnel. Et d'ailleurs, tu vois, c'est intéressant parce que c'est un mot que j'utilise souvent avec mes enfants, en leur disant vraiment qu'il y a une dichotomie entre les amateurs et les professionnels, et c'est un mot que j'utilise même dans des domaines qui ne relèvent pas de la sphère professionnelle. Ranger son bureau comme un professionnel, alors qu'on parle d'un bureau d'enfant, le mot, je l'utilise dans la description d'une action réalisée avec conscience et rigueur. Non, mais les gens n'intègrent pas le nom professionnel. Je pense que si sur ton... C'est réservé au travail, on a l'impression. Oui, non, mais c'est une posture pour moi, être professionnel. Ouais, mais je pense que si sur ton intitulé de poste, tu avais salarié non professionnel, ça te ferait chier quand même. Par contre, ça ne te dérange pas d'être loueur meublé non professionnel. Ouais, mais prenons un autre exemple très simple. Tu réserves une réservation, tu réserves un restaurant, pardon. Tu ne peux plus y aller à titre personnel. Quand tu as une attitude de professionnel, tu appelles le restaurant et tu décommandes, tu leur dis que tu ne peux pas venir. Ça, c'est du professionnalisme. La plupart des gens n'appellent pas. Oui, c'est l'éducation, ça. Un professionnel est quelqu'un qui essaye un minimum d'anticiper, qui essaye de coordonner ses actions, et c'est vraiment un état d'esprit. Donc, je pense qu'on peut conclure sur ça. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Je pense, juste dernier point, je dirais, la psychologie de l'entrepreneur, de l'investisseur est un pilier qui est fondamental dans la trajectoire d'un individu. Grosse ambition est égale forcément à psychologie plus ou moins maîtrisée. On ne maîtrise jamais parfaitement sa psychologie, elle est beaucoup trop complexe, mais il y a quelques bases, quelques mécanismes à maîtriser, et vous avez besoin de faire une espèce de SWOT, modèle américain. Et je le veux en français. Alors, je crois que c'est menace, non, je pense que force, faiblesse, menace, faiblesse, opportunité. Voilà. Donc, c'est bien de faire ce diagnostic et d'essayer Parle de français, comprendre. s'il te plaît. Non, mais tu vois, alors... Sois professionnel. Alors, tu me parlais ce matin, à midi à table, sur le piège de l'escalade d'engagement, dont moi-même j'ai été victime.
Et ça, c'est de la psychologie. Quand tu as mis la main dans l'engrenage et que tu sais que tu dois retirer ta main et que tu la laisses parce que tu estimes que tu es déjà suffisamment engagé et que retirer ta main va te coûter trop, eh bien ça, c'est de la psychologie. Et là-dessus, on peut avoir aussi un piège de l'escalade d'engagement sur le LMNP en se disant non, c'est tellement intéressant, je préfère continuer jusqu'à ce que la sanction tombe. Ouais, et qu'est-ce qui va se passer quand les gens vont revendre leur LMNP tous en même Mouvement temps? de panique générale, décote. Décote. Exactement. Et les gens vont comprendre pourquoi il est important de faire la distinction entre rendement et rentabilité. Oui, et Parce qu'ils auront pu avoir un rendement positif, mais une rentabilité négative. Tout à fait. Et parfois, il est préférable de rendre les armes avant que d'aller au front et de savoir que on va décimer ton investissement. Donc voilà, pour conclure. Moi, j'aime bien dire que si ton rêve se situe à 10 pas, mais que tu es obligé de faire 2 pas en arrière pour faire les 10 pas en avant, est-ce que tu fais ces 2 pas en arrière ou pas? Ouais, c'était pourri, mais je suis d'accord avec toi. Mais merci. non, mais si tu parles en millions et en pas, que tu es au fond, tu vas être obligé de faire des pas en arrière. Mais alors je rebondis. Et faire un effort. En fait, le biais fiscal est tellement puissant. J'étais en coaching et j'expliquais justement sur le fait la personne était TNS, donc travailleur non salarié. Oui, donc EURL. Voilà, je lui dis c'est une violation de la sacro-sainte règle du CDI. Les banques vouent un culte au CDI. Et donc, je dis différemment parce qu'en TNS et en EURL, tu n'as pas de fiche de salaire. C'est ce que je suis en train de te dire. Et tu as la rémunération de gérance. Combien de salariés ont une rémunération de gérance? Donc tu ne peux pas produire de fiche de paye. Or, pour produire ces fiches de paye, on va passer de 45 points de charge sociale à peu près 82-83%. Donc il y a un peu moins de 50 points d'écart. Et donc les gens vont être focalisés sur les 50 points qui vont représenter sur une stratégie exécutée sur 5 ans, peut-être, je ne sais pas, je crois que j'ai peut-être calculé peut-être 100-150 000 euros. Mais est-ce que tu préfères, comme dirait notre ami le Suisse, est-ce que tu préfères demander de l'argent à ta grand-mère ou apprendre à faire de l'argent avec lui? Mais là, si on fait le parallèle, est-ce que tu préfères aller chercher plusieurs millions d'euros d'investissement ou est-ce que tu préfères économiser tes 100-150 000 euros? En fait, moi, je le mets différemment. Tu vois, c'est très marrant parce que je sors exactement la même chose. Ce sont des choix. Mais je dis, imagine aujourd'hui, et tu vas avoir 10 secondes pour me répondre oui ou non. J'arrive face à toi, j'ouvre une valise, il y a 5 millions d'euros dedans. Tu peux les toucher, c'est des vrais billets et tout. Je laisse la valise chez toi. La seule condition que tu dois faire pour obtenir le code et ouvrir cette valise et qu'elle n'explose pas elle-même, c'est me verser 15 000 euros par an pendant 20 ans. Donc les gens réfléchissent, ils font 15 000 x 10, ça fait 150 000. Donc sur 20 ans, ça fait 300 000 et je récupère 5 millions. Je fais oui. Et est-ce que tu me dis oui ou est-ce que tu me dis non? Ah ouais, non, mais là, je réfléchis même pas. Alors pourquoi tu es incapable de dépenser 300 000 euros d'impôts sur 3 ans pour déployer ça et récupérer ça dans 20 ans? Donc d'un côté, tu me dis oui, de l'autre côté, tu me dis non. Il y a une incohérence quelque part. C'est un manque d'intelligence économique. Non, c'est pas un manque d'intelligence économique. Non, mais dans la conceptualisation de la problématique déjà. C'est un processus très long où tu as besoin en fait les gens pensent que pour emprunter, tu dois maintenir ce profil. Ils doivent se dire que tu dois maintenir ce profil emprunteur pendant 20 ans. Or, tu vas le tenir pendant 2-3 ans. Et ensuite, tu vas pouvoir switcher. Tu vas pouvoir passer au dividende. Tu vas pouvoir passer à une rémunération à 0. Tu vas même pouvoir t'expatrier. Je reste sur le manque d'intelligence économique. Alors, il y a un phénomène qui est très important. Il y a le phénomène d'acculturation. Tu sais ce que c'est que l'acculturation ? Tu vas me le dire. En fait, c'est la capacité d'un individu à épouser les codes, la culture d'un nouveau groupe. Et donc, c'est un problème d'acculturation bancaire.
C'est-à-dire que dans les cas extrêmes, les gens vont se prendre une rémunération qui est le strict minimum pour avoir des droits à la sécurité sociale. Ça doit être peut-être 700 € par mois. Mais là, tu ne fais pas d'acculturation bancaire. C'est-à-dire que tu vas essayer de lever des fonds avec tes 700 €, mais tu es en violation directe de la culture du cartel bancaire qui ne comprendra pas ta démarche parce que ta solvabilité personnelle est ridicule. Donc, le phénomène d'acculturation est fondamental dans le sens où il faut épouser la culture des autres et a fortiori celle des banques et a fortiori quand on parle d'un cartel bancaire, c'est-à-dire une minorité, 4-5 banques, dont le Crédit Agricole qui détient un tiers de part de marché. Donc finalement, c'est plutôt 1 plus 2-3. Donc l'acculturation est fondamentale. Et ça, c'est de l'intelligence culturelle également, adossée à la problématique d'intelligence économique. Tu mets une pièce dans la machine, tu en récupères 15. C'est la fameuse, j'ai une slide là-dessus, reconfigurer votre cerveau économique. Donc voilà. Très Kiyosaki, ça. Ah non, pas du tout, ça fait pas Kiyosaki. ça, on a l'inverse de... Il en est où ton livre ? Il est toujours Inch'Allah, tu disais tout à l'heure. La dernière fois, tu avais mis... c'était quoi j'étais Que tu n'étais pas très pressé. Non, tu avais Rémi qui expliquait avoir hâte de sortir son nouveau livre, toi, et moi je disais, toi, tu n'as pas très hâte. Tu m'avais balancé ça dans le... Je crois que c'est dans la psychologie non, c'est sur l'interview de Rémi. Ah oui. C'est sur l'interview de Rémi, qu'on salue au passage d'ailleurs, qu'on sait auditeur du podcast. Mais Fouad, ça a été un réel plaisir de te retrouver. Merci, pareillement. Après une longue période, parce qu'il y a eu la période estivale. Tout à fait. Tu as quand même tenté d'enregistrer un podcast sans moi à Bali qui aurait été passionnant. Ouais, malheureusement, on a voulu louer un studio avec mon épouse et on est arrivé. Le matériel était par terre, le gars ne savait absolument pas comment faire fonctionner tout ça. Malheureusement, moi, j'étais d'aucune utilité et puis un entrepreneur d'exception et malheureusement, on n'a pas pu faire le podcast. On a fait un brunch de 4 heures. Mais on essaiera de l'avoir parce que ça parle immobilier, mais sous un autre angle et en plus à l'étranger. Et quelqu'un qui vendait, puisqu'il a vendu sa boîte pour 25 millions € de pommes de terre. On retombe sur les compétences comportementales. Sans patate. Voilà, sans patate. 25 millions € de pommes de terre. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour s'occuper de la technique, même si tout le matos est à terre. Je vous remercie. À très vite. Ciao, ciao.